juste assisté à une conférence sur la traduction de comics qui s'est présentée par messieurs Alex Nikolavitch, Jérémy Lanès et mon Touriol. Désolé du retard, on va essayer de, si vous voulez, pas du retard, et du coup prévoir une série de questions à la fin de ça. Oui. Bon, voilà, très bonne conférence à tous. Il y avait moi, c'est-à-dire Alex, mes deux broodies, c'est-à-dire Jérémy et Edmond. Et ce qu'on aimait faire, c'était prendre des textes en anglais qui nous avaient rien fait de mal et les torturer pour les mettre dans le langage de Molière et des bouffeurs de Grenouille. Vous êtes peut-être tombé sur notre boulot, soit en lisant Preacher, on va mettre des trucs un petit peu rentre dedans, soit en lisant Preacher, traduit par Jérémy, soit en lisant The Boys ou Kick-Ass, que j'ai traduit, soit en lisant Walking Dead, que Edmond ne veut pas le lâcher de cette voix crochue, il s'y accroche. Et je comprends pas pourquoi. Étonnant, hein. Quand tu dis lâcher, tu dans le micro, c'est bien que tout le monde s'en J'ai pas besoin de micro, moi. Ah bah, on sonne de théâtre. Et le truc, on va vous parler un petit peu de notre boulot, on va surtout en parler ensemble, en fait, ça va être une discussion d'anciens combattants à laquelle vous êtes invités, pour parler un peu de notre boulot, de nos parcours, pour expliquer les problèmes qu'on se pose avec tout ça. Et ça vous expliquera aussi pourquoi parfois vous râlez, en voyant les trades, et puis parfois quand vous ne voyez pas la trad. Pas vous, mais... Les lecteurs en général. Et puis parfois quand vous ne râlez pas, c'est que les traducteurs, en fait, quand vous trouvez le texte bon, c'est que les traducteurs ont fait bien leur travail. Donc on va peut-être commencer par Jérémy, parce que vous ne le savez peut-être pas, vous avez peut-être vu les affiches dans Paris, mais en fait, Jérémy, c'est un peu comme un super-héros, le jour il est traducteur et la nuit il fait autre chose. Tu nous expliques un peu? En fait, moi je viens du théâtre, c'est-à-dire que les comics, la traduction de comics, je dis toujours, c'est un hobby qui a bien tourné. Donc j'écris des pièces de théâtre depuis une quinzaine d'années maintenant. Je lisais des comics depuis tout petit. Et puis je me suis retrouvé par un concours de circonstances à écrire des éditos, des courriers des lecteurs, etc. pour Panini quand ils ont pris la licence Marvel. Et puis ce faisant, comme j'étais un des seuls traducteurs dans la boîte à lire vraiment les BD, ça a fait que j'ai pu un peu faire mes courses et puis traduire les séries les plus intéressantes. Donc là, Urban a repris la licence d'essai Vertigo il se retrouve à récupérer pas mal de trades que j'avais fait à l'époque pour Panini, que ce soit sur Preacher, Transmétropolitan ou Y. Et du coup, je suis content parce que quand on a un nouvel éditeur qui décide de reprendre ta traduction, a priori, c'est que ça va complètement emmerder le truc. Voilà. Mais en parallèle, je continue à faire des pièces de théâtre. Là, la prochaine sera fin septembre. Et la façon dont j'essaie un petit peu de relire tout ça, c'est que depuis quelques temps, je me débrouille pour avoir des dessinateurs de comics pour dessiner des affiches. Tu as eu Mathieu Leming, Derek Robertson, enfin tu as eu beau linge. Derek Robertson, Stuart Timonen, et la prochaine, c'est Stéphane Roux. D'accord. Tu as été chercher moins loin, là, quand même. Oui. Quoique, il habite dans le Wisconsin. Et toi, Edmond, ça fait combien de temps, du coup, que tu traduis? Que je traduis vraiment, parce que j'ai mis très longtemps à dégager les filles, à faire ma place, parce que ça a été long, mais j'ai longtemps demandé, etc. Et en fait, c'est quand Panini a récupéré la licence d'essai Vertigo, donc vers 2006, 2004. Voilà, c'est là qu'il y a eu un tel afflux de boulot qu'ils ont dit bon, vas-y, et puis voilà, à partir de là, j'ai tout bouffé. Donc, tu m'as piqué des séries, je le déteste. Ouais. En fait, du coup, on est un peu de la même génération. On a tous commencé entre 99 et 2005 la traduction. Donc c'est un peu comme il disait, une génération de traducteurs qui sont aussi des lecteurs de comics, ce qui n'était pas forcément le cas. Toi, Edmond, tu nous racontes ton parcours, ce que c'est que le studio Magma, parce que souvent c'est signé Montoriol, le studio Magma, et donc on imagine un truc avec des Chinois qui travaillent. C'est exactement ça, etc. Donc ils font beaucoup moins bien la cuisine. Alors, je m'appelle Edmond Touriol, je suis scénariste de BD et traducteur de comics. Je suis venu dans ce milieu parce que mon rêve, depuis que je raconter des histoires, vous savez, quand vous êtes
suppose qu'ils le font encore aujourd'hui à l'école, on nous fait remplir au début de l'année, en CM1, CM2, CM1, une petite fiche, on vous demande votre nom, votre prénom, la profession des parents, la taille de votre bite, non, profession des parents, et le métier que vous voulez faire plus tard. Et moi je mettais à chaque fois, je voulais être dessinateur de comics. Je mettais dessinateur des X-Men, en fait, c'est ça que je mettais. Comme vous voyez, je ne suis pas dessinateur des X-Men, mais j'ai tapé pas trop loin, puisque donc il m'est arrivé de traduire un certain nombre d'histoires des X-Men, et puis bon, je suis pas un scénariste de BD, je suis un peu quand même dans le milieu. Ça c'était quand j'avais 5 ans, j'avais décidé ça, je voulais dessiner. Et donc finalement, j'ai fait des fanzines, comme la plupart des gens, on commence dans le milieu, quand on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on fait, on improvise, on devient professionnel, professionnel amateur, quoi, je faisais des fanzines, donc à force de faire des fanzines, de traîner dans le milieu associatif qui grenouille autour du milieu éditorial. Voilà, il y a des liens qui se font, des rencontres et des opportunités qui font que un jour, grâce à Ben Laden, il y a 2 avions qui défoncent le World Trade Center. Et à ce moment-là, Jérôme Piqui, qui est traducteur chez CEMIC, pendant un moment. Cette anecdote. Non, mais vous allez voir, c'est ça qui est terrible. Il est traducteur chez CEMIC, mais en même temps, il est traducteur de légendes photos dans une agence de presse que tu connais bien. J'ai travaillé avec. Et donc à ce moment-là, il y a un afflux de travail colossal dans cette agence de presse. Il ne peut plus faire autant de séries qu'il faisait chez CEMIC. Enfin, il ne faisait pas tant que ça, mais en gros, il ne pouvait plus trop travailler. Alors qu'est-ce qui se passe? Jérôme, il me dit qu'en fait, je voudrais me débarrasser de cette série, en l'occurrence une série Crochet, vraiment à la con. Un pur bisutage, ce truc-là. On se fait toujours bisuter au départ. On récupère les merdes et puis après on nous file les bons trucs. Sauf pour Mathieu Aubert, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais lui il récupère directement l'amour de Et donc, voilà, grâce à cette opportunité, lui il voulait arrêter de traduire cette série de chez CrossGen. Il parle de moi à Thierry Mornay, qui à l'époque était le rédacteur chef de CEMIC. Thierry me connaissait déjà parce que justement j'ai traîné tout le temps sur les festivals à essayer de lui fourguer mes séries de fanzines en lui disant tiens, regarde, je vais pas publier ça chez CEMIC. Il était gentil, il prenait mes bouquins en fait. Évidemment, avec le recul, je sais bien que jamais je les aurais publiés chez CEMIC, mais Il affûtait les gros des chiens aussi avant de lâcher la profession. Et donc, grâce à ce concours de circonstances, j'ai commencé donc en 2001, fin 2001, à traduire donc pour CEMIC. Et de fil en aiguille, j'ai traduit de plus en plus de trucs. Puis après, c'est comme disait Jérémy, une fois qu'on fait ses preuves et qu'on montre qu'on connaît bien le boulot, qu'on connaît bien la matière première, qu'on connaît bien la pop culture, qu'on connaît bien les comics, qu'on connaît le nom de jeune fille de Tante May, en fait, je ne le connais pas, j'ai oublié, mais tous ces trucs-là, eh bien, on fait appel à nous, il y a même un moment, on n'a même plus besoin de demander les séries qu'on veut, les éditeurs nous disent ah, tiens, celle-là elle serait parfaite pour toi, et voilà. De temps en temps ça tombe bien, de temps en temps non. Voilà. Moi de mon côté c'était un peu pareil. J'avais sévi pendant quelques années dans des fanzines diverses à écrire des articles. En fait, j'avais commencé dans un truc qui s'appelait Heroes à l'époque, qui n'existe plus depuis bien longtemps. J'écrivais des articles sur les comics américains et à force de métastaser un peu partout dans d'autres fanzines où j'étais un petit peu le spécialiste qui savait bien écrire du sujet, on m'avait présenté Thierry Mornay, on est deux à devoir beaucoup à Thierry Mornay de ce côté-là, qui le jour où il reprend la rédaction en chef de CEMIC, me dit au fait, toi visiblement, quand vu tes analyses, tu comprends bien ce que tu lis quand tu lis du comics américain, et quand t'écris plutôt pas mal. Donc, c'est les 2 qualités qu'on attend d'un traducteur, parce que ça dirait faire des tests. Donc j'ai fait des tests, j'ai récupéré des trucs, non pas faire vomir en bouche, mais j'ai récupéré un truc un peu comme toi, c'est-à-dire que Nicole Duclos était partie en vacances, donc une traductrice historique de comics. Le responsable éditorial avait oublié de lui envoyer des trucs à traduire pour le mois de juillet. Donc début août, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas de machin, qu'elle est injoignable. Et donc on m'a demandé, petit coup de fil, dis donc, est-ce que tu pourrais nous traduire 48 pages pour demain, parce que ça part au lettrage demain soir. Donc je me suis tapé mes 48 pages d'une série dont je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Donc je suis passé vite fait à récupérer, en plus Internet à l'époque, en 99, c'était pas ça. Envoyer un PDF par mail, c'était juste une vaste blague. Enfin, il aurait fallu plus de temps pour envoyer le PDF que pour le traduire. Donc hop, un coup
le métro, je suis allé chercher les épisodes précédents, le truc à traduire, je suis rentré chez moi, et le lendemain, j'amenais une disquette avec c'était rose, hein, c'était la préhistoire. J'ai ramené la disquette le lendemain soir avec la traduction. Et ça a commencé comme ça. Et puis petit à petit, on m'a filé des trucs, les séries dont personne ne voulait, je ne sais pas si quelqu'un se souvient de Lady Pendragon, qui était. C'était plein de bonnes intentions, mais c'était pas complètement réussi. Et puis d'autres trucs comme ça, et puis bon, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à traduire du Alan Moore, du Garth Ennis, et puis des auteurs que j'aimais bien. Donc, moi aussi, c'est un peu pareil, je finis par. J'ai même plus besoin de réclamer des trucs. Parfois, on fait tiens, mais ça pourrait te plaire. Et c'est comme ça, par exemple, que chez Panini, il m'a filé The Boys, qui était un truc où je me suis bien éclaté avec plein de gros mots que les gens ne connaissaient pas. Enfin, c'était super. Ouais. Mais pour rebondir, parce que c'est vrai qu'on peut se demander, j'avais vu ça dans le pitch de la table ronde, à quoi ça sert les traducteurs au moment où tu as Google Trad tu peux mettre le texte. Bon, alors, il y a la réponse évidente, c'est que le texte, en général, ne doit rien dire. Vous regardez lundi matin votre épisode de Game of Thrones avec le scantrad, avec le speed sous-titre, et puis vous comprendrez pourquoi on a besoin de traducteur. Vous ne comprendrez pas, et c'est pour ça que vous aurez encore plus besoin d'un traducteur. Nous, ça nous fait mal aux yeux quand on voit certaines choses. Mais en plus de ça, c'est vrai que sur les comics, tout particulièrement, surtout quand on bosse, comme on a fait souvent, sur des univers partagés ou des séries qui durent depuis très longtemps, on a cet avantage un peu inégal de savoir de quoi on parle et de savoir quand est-ce qu'il y a une référence en fait. Parce qu'on peut traduire un truc et passer complètement à côté d'une référence si on estime que tout le monde sait de qui on parle, quand on parle du professeur Xavier par exemple sur les X-Men, quoi. Et c'est pas n'importe quel traducteur qui pourra sortir d'une école de traduction et qui saura de quoi on parle, quoi. Donc c'est sûr que cet avantage-là qu'on a sur ce milieu-là, ça fait qu'on est un peu des privilégiés, parce que le milieu de la traduction, on le voit autour de nous, c'est juste des lettres de plus en plus dures, et puis il y a une course à faire baisser nos prix, etc. Tandis que nous, on a une stature et puis une connaissance du médium qui fait qu'on peut quand même avoir certaines exigences. Justement, je rebondis là-dessus, par rapport au fait que tu dis c'est pas n'importe quel traducteur qui sort d'une école de traduction qui peut faire notre boulot. Et c'est vrai, et non seulement ça, mais je vais vous dire, moi j'ai jamais fait d'études d'anglais. J'ai eu un bac C, donc autant vous dire que quand on fait un bac scientifique, comment ça s'appelle, l'anglais, moi je parlais anglais très bien parce que je lisais des comics en anglais. Mais j'ai appris en lisant des comics. Exactement, mais c'était à côté, j'ai pas fait d'études exprès pour ça. Et pareil plus tard, j'ai pas fait de licence d'anglais, j'ai pas fait de LEA. C'est truc-là, c'est la filière scientifique pour traduire du comics. Ouais. Mais bon, donc non, après je me suis réorienté en communication, mais c'est plus de vie, c'est plus intéressant. Mais c'est pas là que je voulais en venir. Le vrai diplôme qu'on a, il n'est pas écrit sur un papier. Le diplôme, c'est toutes les lectures qu'on a. C'est le fait de lire des comics depuis, en ce qui me concerne, depuis l'âge de 5 ans, donc j'en ai 41, donc je vais s'imaginer, ça fait 36 ans de lecture de comics, plus de consommation de films de science-fiction, de culture pop américaine, de chansons. Enfin, la culture américaine, c'est capital de la maîtriser quand on fait. Quand on bosse sur des comics de super-héros ou des comics tout court qui sont écrits par des Américains pour la plupart, ou alors par des anglo-saxons ou par des gens dont la culture est issue de la pop culture américaine. Donc ça, si on ne maîtrise pas à fond, on ne peut pas faire ce boulot. Il se trouve que les gens qui sortent avec leur diplôme, avec leur maîtrise de traducteur, je ne sais même pas si ça existe, mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, ces gens-là, ils n'ont pas du tout les capacités pour faire notre boulot, parce que c'est un boulot en fait qui n'est pas un boulot passion, c'est un boulot qu'on ne peut faire que parce que justement nos études c'était pas juste 4 ans après le bac, nous c'était quand on était petit et on n'a toujours pas fini d'étudier. Bon, oui, quand il y a des références par exemple à Star Wars ou à n'importe quel film, ou mettons à l'os, il faut connaître la pop culture pour pouvoir restituer, sinon les effets tombent à plat. Moi j'ai eu le cas par exemple dans The Boys où il y avait des dialogues entiers du deuxième Alien qui étaient repris. Bon, j'ai été, moi mon réflexe c'était de coller le DVD dans le lecteur et puis de choper le truc. Et pareil, s'il y a une référence à Star Wars, bon, le truc, si on a autre chose que « Allez, Chewie, fais-moi péter cet engin et on rentre »,
ça ne marchera pas, parce qu'il faut coller à la traduction telle qu'elle pourrait être. Et ainsi de suite. Hein. Donc c'est pas Puis ça se voit, je veux dire, quand on est sur justement des références pop culture aussi larges que ça, pour le coup, il y a des erreurs de traduction qu'on peut ne pas voir, mais quand on a un truc comme ça aussi flagrant, tu as tué oui dans la phrase et tout ça, tu passeras difficilement inaperçu si tu te la plantes. Rappelez-vous, c'était dans Chasing Amy, mais prises multiples, où il était question en français d'un loup-garou avec ses griffes en métal hyper strong. Il s'agissait bien de Wolverine et ses griffes en adamantium. C'est un peu, effectivement, pour le lecteur de comics qui voit le film se dit oups, ou cette traduction, alors là c'est un roman de Tom Wolfe, Acid Test, qui revenait sur les poètes de la Beat Generation, et Tom Wolfe raconte le moment où ces types-là découvrent les comics de Stanley et Kirby, parmi lesquels un truc qui s'appelait L'incroyable épave. C'était Incredible Hulk, et le traducteur a confondu Hulk et Bulk, apparemment. Enfin, si on comprend bien la démarche, dans un truc, il y avait aussi un type qui avait une malle c'était dans un bouquin de Ron Goulart aussi, où les types mettent la main sur une malle de comics des années 40, dont les premiers épisodes du Sous-Marinier. C'est rigolo, mais bon, effectivement, on perd peut-être un petit peu la référence. En l'occurrence, c'est vrai qu'on peut pardonner beaucoup aux traducteurs, aux anciens traducteurs, parce que c'est vrai qu'avant, quand on voulait vérifier une référence, fallait aller en bibliothèque, etc. Maintenant, il n'y a plus d'excuses, quoi. Je veux dire, tu vas sur Wikipédia, si tu as un moindre doute et tout ça, c'est mieux. Si on peut contrôler une référence sur Google Books ou sur Wikisource, on a tous les moyens possibles et imaginables. Il y a suffisamment, par exemple, sur les citations de films, il y a suffisamment de banques de données de citations de films, ne serait-ce que sur IMDb, pour que, si vous avez, on voit bien que c'est une citation, repérer que c'est une citation, on tape dans Google, même si on n'a pas la version française, on sait de quel film ça vient et à peu près à quel moment du film. Donc après, on peut vérifier, il y a tous les outils pour vérifier ce genre de choses. Et ça, c'est que pour l'aspect référentiel. Après, effectivement, c'est bien de savoir que Ben Grimm ne parle pas de la même façon que le professeur Xavier, et de savoir le restituer. Et ça, c'est aussi, ça demande un peu une connaissance des personnages. Parce qu'un traducteur universitaire, il y a aussi un truc, c'est que du coup, chez les traducteurs, il y a une guéguerre entre deux écoles, ce qu'on appelle les civilistes et les sourciers. Vous connaissez peut-être ces termes, c'est un terme technique. Le sourcier, c'est celui pour qui la référence sera la langue source. Il voudra avoir quelque chose qui soit au plus près du bout du texte original dans la lettre du texte. Conserver un maximum des structures de phrases, etc. Pour une traduction universitaire d'un texte ancien, mettons des tablettes sumériennes ou un truc comme ça, il faut peut-être effectivement aller au plus près du texte original pour qu'on puisse en comprendre tout le sens. Pour la pop culture, assez souvent ce qu'il faut, c'est alors, pour les comics en tout cas, c'est vers ça que ça s'est orienté, sur les mangas c'est un peu différent, mais on va plutôt faire appel à des civilistes, des gens qui pensent d'abord en termes de langue cible. C'est-à-dire que si le truc est drôle dans le texte source, il faut qu'il soit drôle dans le texte français, même si pour ça on est obligé de triturer la référence ou de triturer la blague, parce que le jeu de mots est pas possible, ou de la réécrire carrément. Là je me suis fait cet hiver 600 strips de Mickey avec que des jeux de mots, des trucs comme ça, puis il y a parfois des jeux de mots d'un niveau Placide et Musopoche. Il a fallu vraiment que je rame pour faire en sorte que les gags soient drôles. Je ne suis pas certain d'y avoir toujours réussi. Donc très souvent chez les traducteurs de comics, on va plutôt privilégier les civilistes qui vont penser en termes de langue cible, de l'effet produit pour le lecteur. Donc si ça doit faire pleurer, si ça fait pleurer en anglais le lecteur anglais, il faut qu'on fasse pleurer à peu près au même moment le lecteur français. Et pour ça, quitte à effectivement reprendre un petit peu le texte, ce qui n'est pas un manque de respect quant à l'œuvre originale. Au contraire, c'est en essayant de respecter l'esprit plutôt que la lettre. Et donc, bien évidemment, un traducteur plutôt sourcier ne tolère pas cette approche, inversement. Le cas du manga est un petit peu différent, je pense que je vais faire repérer... Moi, j'en ai pas traduit, mais souvent, comme il y a eu des gros traumatismes, le lectorat de comics, ça s'est fait de façon assez fluide. L'établissement d'un lectorat de comics en France,
qui a pris ses petites habitudes avec, à l'époque, Benjamin qui disait ça va chauffer, des choses comme ça. Et puis un langage un petit peu rétro dans les traductions, les vieilles traductions de Geneviève Plon et des gens de cette époque-là. Donc qui n'est pas forcément, qui, du coup, il y avait des habitudes textuelles. De la même manière que l'habitude de traduire les noms de certains personnages. Par exemple, Malicia ne s'appelle pas Malicia en anglais. Dans les traducteurs de manga, il y a eu un traumatisme qui s'appelle Club Dorothée, avec des traductions pour le coup complètement, parfois assez à côté de la plaque, parfois pour de très bonnes raisons aussi. Mais ça a donné un traumatisme profond qui fait que maintenant, le lectorat de manga a plutôt tendance à préférer des auteurs civilistes, quitte à avoir des notes en bas de page ou des choses comme ça, que le traducteur de comics en général. Enfin, en général, pour un traducteur de comics, être obligé de recourir à une note en bas de page, ça signe un échec. Ça signe un échec, une incapacité professionnelle. Je me demande si le fait que dans le manga, justement, la culture soit différente, qu'il y ait eu cette tendance récente là, à retraduire dans des versions package, machin, perfect, micro, machin. Est-ce que c'est pas aussi, alors je ne connais pas toute l'histoire, je ne suis pas allé voir en coulisses comment ça se passe, parce que je ne traduis pas de manga, je ne connais pas les mecs qui sont derrière et tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu aussi une volonté peut-être de spolier le traducteur original, par exemple, de Dragon Ball, je ne sais plus quelle autre série, j'en sais rien. Quand on reprend toute une traduction, moi pour avoir lu les Dragon Ball en français la première fois qu'ils sont sortis, j'ai trouvé que la traduction est évidente, je ne parle pas japonais, donc je ne vais pas dire il n'a pas su traduire le truc, ça ne sert à rien, c'est la version traduire. Mais que Tortue Géniale s'appelle Tortue Géniale, je trouve ça génial. Par contre maintenant, il me semble que dans les nouvelles éditions, il y a quelque chose qui signifie la même chose, mais on a gardé le sens ça signifie tortue génie précisément, mais ils ont gardé le terme japonais. Et ils mettent ça partout maintenant, dans les mangas, il y a tout le temps des mots japonais partout. Ou les noms techniques de combat concernant le japonais, il y a vraiment une demande, apparemment, il y a vraiment une demande du lectorat qu'on ne va pas forcément retrouver dans le comics. Et ça, je pense que c'est pas bien. Je pense que nous, traducteurs et les éditeurs aussi, devraient faire l'effort d'éduquer ce public, parce que ça n'a aucun sens, quand on lit un manga, de voir que, bah tiens, il utilise la technique du je sais pas quoi, et la technique du je sais pas quoi, ça va être un nom anglais. Parce que les Japonais, ils mettent de l'anglais partout, ils sont fascinés par cette langue, un peu comme les Français aussi d'ailleurs. On laisse en anglais parce que ça fait mieux. Ah oui, bien sûr, Green Lantern, ça fait mieux que la lanterne verte. Mais, quelque part, et du coup, à force de laisser des mots en VO, donc que ce soit en japonais ou en anglais, dans le texte d'origine, l'initié, il comprend de quoi ça parle. Mais le gamin, sauf pour oublier que les super-héros, par exemple, c'est quand même des mecs qui mettent leur slip par-dessus le pantalon et qui se tapent sur la gueule. Donc, voilà, même les traductions de noms de héros, de super-héros dans les comics, ça divise aussi. Enfin, il y a vraiment aussi deux écoles. Et puis, mais je dirais oui et non. Parce que oui, si tu regardes sur Internet, il y a des écoles, il y a des mecs qui vont te dire ouais, non, mais c'est mieux en anglais. Mais ces mecs-là, c'est quoi? C'est 1%, c'est 5%, c'est les mecs qui parlent sur Internet. Les gens normaux. Alors, ceux qui regardent la télé, ceux qui vont voir des matchs de foot et ceux qui mangent des sandwichs, ils s'en foutent de savoir si le personnage, quand on lui présente, si on lui dit tiens, Tortue Géniale, il s'appelle Tortue Géniale, ils vont pas se dire ah mais non, il ne peut pas s'appeler Tortue Géniale, il est japonais. Les mecs, c'est. Le problème, c'est quand tu as des directives, parce que, ayant été ça très peu, parce que moi je me suis. Non, mais ça c'est faux. Moi, je me suis retrouvé chez Disney. C'est bidon. Et l'Obesgo, il s'appelle toujours l'Obesgo en Espagne. Il s'appelle pas Wolverine. Oui, c'est une directive. Mais c'est français. Ah, oui, non, mais ça fait déjà Wolverine. Parce qu'il y avait la marque Serval. Non, mais j'étais pour Avengers. Pour Avengers, j'étais dans les bureaux de Disney, etc. Parce que c'était pour moi une époque où justement ils m'ont demandé même. Je me suis retrouvé à faire une masterclass devant tous les gens de Disney pour expliquer ce que c'était Marvel et pourquoi ça allait marcher, parce qu'ils ne connaissaient rien. Et le Disney, lui, il était décidé sur Avengers. Je disais, tout le monde à l'eau. En fait, non, ça ne veut rien dire, Avengers. Enfin, il dit, et pour lui, Avengers, c'était ridicule. Avengers, ça mais du coup, quand Tony Stark, dans le film, explique qu'ils se sont trouvés un nom, on est bien d'accord que la phrase, oui, vous trouverez sur votre route les Avengers, oui, c'est un nom qu'on s'est trouvé. Du coup, ça ne veut rien dire, surtout que 2 minutes après, on ne peut pas sauver la Terre, mais par contre, on la vengera. On va l'Avenger. Voilà, ça pose des problèmes. Moi, j'ai tendance, effectivement, quand je peux, alors il y a des traditions textuelles aussi, je ne traduis pas Batman parce que, bon,
Ça a été traduit à l'époque par Aile Rouge dans les années 40, et de la même manière que Superman. Tiens, tu me rappelles comment Superman s'appelait dans les années 40? François Labatable. Exactement. Et effectivement, il y a des choses, bon, il y a peut-être eu des excès, et bon, Superman et Batman, on ne les traduit pas. Mais par contre, Martian Manhunter, c'est quand même peut-être un peu plus parlant pour le lecteur français. Alors, ce qu'on avait trouvé, je ne sais pas si c'était toi ou Jérôme qui avait trouvé le limier martien. On l'a pas trouvé, ça, c'était la traduction d'il y a longtemps, et elle était bien, on a décidé de la garder. C'est une traduction à Reddit ou... Jérôme, il les connaissait toutes, les vieilles traductions des personnages les plus obscurs, il les avait. C'est ce catalogue. Et au moins, ça mérite d'être clair, et surtout quand il y a des références qui se font au nom du personnage, ça permet d'avoir des phrases qui tiennent la route. De la même manière qu'on m'a dit, ok, quand tu fais Swamp Thing, on garde le titre Swamp Thing parce que c'est ça que les gens attendent. Bon, bien évidemment, dans les albums, c'est pas possible que le personnage s'appelle Swamp Thing, il s'appelle la créature du marais ou des marais. On peut pinailler sur si on fait du ou des, mais bon, autant qu'il s'appelle, quand les gens parlent de la chose ou de la créature, autant que ce soit en français, parce que sinon ça donne des incohérences de texte. Mais même, je veux dire, dans les films Avengers, moi j'ai un peu décortiqué, etc. Et il y a plusieurs fois où Hawkeye, il y a quelqu'un il y a un faucon qui se retrouve dans la traduction, etc. Et qui du coup n'a vraiment rien à foutre là. Il faut faire le choix. C'est quoi? Oui, voilà, moi il y a un truc auquel je pensais, parce qu'on disait, voilà, on a cet avantage d'avoir la culture geek pour nous, pour conserver notre boulot. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les gens qui ont fait des études de traduction, alors nous, moi pareil, hein, j'ai fait des études de maths, il se trouve... Je fais pharmacie. Voilà, j'ai eu des bons profs d'anglais. Alors si ça, j'ai eu des profs d'anglais qui m'ont vraiment donné l'envie de la langue, etc. Et puis voilà, ensuite, comme tout le monde, j'ai lu des trucs en anglais, quand je voyais des films, je voyais en anglais, sous-titré en anglais pour avancer tout ça. Mais je dirais que le plus important, quand on est traducteur, que de savoir parler anglais, le plus important c'est de savoir parler français. Parce que le nombre de traductions littérales, etc., qu'on a, même surtout dans la bouche des journalistes, par exemple, où tout d'un coup il y a des expressions qui viennent consacrer, mais vous savez qu'on a un mot pour ça en France. et Dans des bonus de DVD, il y avait un truc, oui, on a retaillé le décor à la scie à chaîne. Chainsaw. Oui. Et la scie à chaîne. Et par rapport à ça, quand on est sur une traduction de comics, c'est vrai qu'il y a de temps en temps des phrases, on arrive dessus, on voit le truc en anglais, il y a une traduction qui est évidente, qui serait littérale, etc., mais qui serait vraiment pas belle. Et très souvent, on se retrouve à réinterpréter la traduction, les thèmes. Moi, je me souviens, j'avais mon dernier prof d'anglais qui était en maths sup, mais qui était très pointu. Son truc, c'était de nous faire des contrôles à 5 minutes de la fin, où il nous disait la phrase, et il fallait qu'on la traduise. C'est-à-dire vraiment, c'était, t'entends, mais il fallait que ça ait du sens, quoi. Donc il fallait avoir le vocabulaire, mais surtout, il fallait avoir le mécanisme pour dire ça dans un français correct, quoi. Et souvent, ça veut dire, pas une conférence sur la traduction sans dire traduire c'est trahir, mais la trahison, c'est pas forcément une mauvaise chose, tant que ça donne, comme tu disais tout à l'heure, le même esprit, le même effet quand on lit en français qu'on lit en anglais. Si on ne s'aperçoit pas que le texte a été traduit, c'est là où on a fait du bon boulot. C'est terrible. Mais il y a un truc aussi qui me semble important de noter, c'est qu'effectivement, là, tous les trois autour de cette table, en dehors de notre activité de traducteur, on écrit aussi. Donc on se pose la question aussi du texte, personnellement, parfois, je ne vois pas forcément une énorme différence entre les deux, puisque je traduis des images que j'ai dans la tête en texte, mais de toute façon, le fait de se poser des questions sur la structure de la phrase, la structure du récit, l'intention de l'auteur, de fait d'être scénariste de BD, quand on traduit un auteur un peu compliqué, ça peut aider aussi. Et pareil pour un homme de théâtre, il faut aussi écrire du scénario. C'est des choses qui nous aident aussi à essayer de pénétrer un peu plus, je pense, la pensée de l'auteur d'origine. C'est vrai que par exemple, en écrivant du théâtre, je donne des voix différentes aux différents personnages. Et ça, pareil, quand on traduit des trucs où il y a 18 personnages différents, c'est bien que chacun ait un peu sa voix et que tout le monde ne parle pas pareil. Alors, non seulement, effectivement, c'est hyper important que chacun ait sa voix, et ça c'est très très dur,
dans les univers partagés comme l'univers Marvel ou l'univers DC. Parce que c'est pas parce que moi je vais faire parler par exemple Guy Gardner et Hal Jordan d'une certaine manière que quand ils vont apparaître dans un autre épisode, je sais pas, un crossover avec la Ligue de Justice, parce que je travaille sur la Ligue de Justice, mais je sais pas, un crossover avec Batman et Robin. Voilà, donc Guy Gardner apparaît dans Batman, peut-être qu'il ne va pas parler de la même manière, même si on sait globalement comment ils sont censés parler, mais c'est vrai que quand les personnages sautent d'une série à l'autre, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que c'est important quand même de marquer justement le vocabulaire de chacun. Et après, donc, il y a le confort. Quand on est le seul sur une série depuis le début, comme Walking Dead, je sais précisément comment on parle de chaque personnage et qui tutoie qui, puis surtout, on peut décider de manière unilatérale que voilà, dans un univers où il n'y a que des zombies, enfin, où c'est apocalyptique, etc., on va peut-être se brouiller les 5 premières minutes, puis après, vite, dès qu'il faut courir parce qu'il y a un zombie qui arrive, on commence à se tutoyer parce que ça va 5 minutes. Dans la traduction d'Avengers 2 qui continue à tous se vous voyez, je trouve ça assez surprenant. Quoi. Et ça, c'est un problème qui est tout bête, mais le tutoiement, le basculement de tutoiement que vous voyez, c'est un cauchemar de traducteur. Mais non, pas du tout, on a établi une règle très simple. Oui, c'est quand ils sont couchés ensemble, après ils se tutoient. Mais bon, c'est pas toujours applicable. Moi, je pars du principe que dès que deux personnages se tutoient dans une BD que j'ai traduite, ça veut dire qu'ils ont niqué. Donc c'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens qui se tutoient. Ça m'engage que toi. Alors, avant de pouvoir passer aux questions publiques, je voudrais quand même demander à mes confrères quelle est la traduction dont ils sont le plus fiers. Non, je suis le plus fier quand même, je dirais que c'est Promethea. Parce que qu'est-ce que j'en ai chié. Voilà, il y a des traductions où on peut se bouffer 48 pages dans la nuit, etc. Parce que voilà, c'est suffisamment pif paf pouf pour. Et puis il y a Promethea où on peut passer une journée sur une bulle, quoi. Parce que c'est tellement de sens. Déjà, il faut être sûr d'avoir compris le texte, ce qui demande déjà un travail. Et puis, des fois, il y a des trucs qui ne sont pas traduits tels quels, donc il faut garder le sens, mais comme c'est à la fois un jeu de mots et un truc métaphysique qui parle de magie, et donc on se prend la tête des jours et des jours, on finit par trouver un truc, et la correctrice ne le comprend pas et le corrige avant l'impression. Ça arrive aussi. Ouais, ça arrive. Ça nous est arrivé à tous. Nick Highlander, pour en parler sur Wanted, il y a eu une correction qui l'a rendu fou, par exemple. Jean-Marc Lévy aussi, il n'est pas très content de certains trucs qu'on lui a fait. Moi, j'ai suffisamment gueulé pour que maintenant il m'envoie des mails. En fait. Alors, on se demande. Alors, la traduction dont je suis plus fier, alors, c'est une vieille traduction que j'ai faite chez Scénic, c'était la Ligue de Justice contre les Vengeurs. Il faut dire que tu t'étais éclaté. Je les ai revus il y a pas longtemps, il me semble que tu t'étais bien amusé. C'était un peu un rêve de gamin parce que c'était tous les super-héros que. Bon, il n'y avait pas les X-Men, enfin, grosso modo, c'était les super-héros Marvel et les super-héros DC qui se rencontraient et qui vivaient une aventure. Et chacun, c'était même vachement important, ça faisait partie intégrante du scénario. Le scénario insistait sur les différences qu'il y avait justement entre les univers, entre les personnages, les ressemblances qu'il y avait entre, par exemple, avec le Faucon et puis les héros, etc. Et donc, moi, mon boulot, ça avait vraiment été de dire, ok, il faut que chaque personnage parle avec sa propre voix, chaque personnage comprenne qu'il vient de l'univers Marvel, lui qui vient de l'univers d'ici. Évidemment, dit comme ça, c'est impossible, mais j'avais fait en sorte de m'appliquer du mieux que je pouvais pour restituer ces personnages et les voix de ces personnages tels que je les entendais depuis déjà longtemps à l'époque dans ma tête quand je lisais ces aventures-là. Et le fait d'avoir pu faire ce truc, je crois que c'était c'était vraiment un rêve de traducteur, un rêve de fan de comics. Alors après, est-ce que c'est vraiment ça dont je suis plus fier? Peut-être pas. Je suis plus fier d'avoir fait tous les Walking Dead parce que je l'ai vraiment fait de A à Z, et pas à Z, de A, je ne sais pas où, puisque ça continue encore. Mais depuis le début, je suis vraiment fier de cette somme de travail. Mais j'avoue que mon petit plaisir, la petite cerise sur le gâteau, c'est vraiment le GLA Avengers. On va peut-être passer. Alors bon, j'ai essayé, j'avais pu faire pour Panini V pour Vendetta d'Alan Moore, et ça aussi c'était un truc très difficile parce que c'était une retraduction, et donc il y avait déjà un texte français, et pour des raisons de droit de planning, on m'a demandé de le faire. J'avais eu assez peu de temps, quand j'avais eu une quinzaine de jours, enfin c'était un petit peu rude.
Et le truc qui était terrible avec cette traduction-là, c'est que bon, par moments, j'avançais, je me dis, ah, là, il y a une difficulté, je réfléchis, et paf, un truc me vient, je me dis, tiens, ça c'est parfait, ça a pile poil. Je traduis la page, et puis d'un coup, pris d'un doute, je me lève, je suis à l'autre bout de mon bureau, et je m'étais interdit de regarder la traduction de Jacques Collin de l'époque, ça a été repris d'ailleurs entre-temps pour l'édition Orban, je m'étais interdit de revoir sa traduction pour ne pas être influencé. Le problème, c'est qu'en mon jeune temps, je l'avais tellement lu et relu, qu'il y a des trucs qui ressortaient tels quels, verbatim, à la virgule près, tels que les avait fait Collin, parce que sur certains trucs, j'étais dans des directions très différentes, j'ai fait des choix de tutoiement ou vraiment différents, puis il y avait des machins où il y avait de vraies difficultés, et naturellement, eh ben, je ressortais pile poil ce qu'il avait fait. Donc c'était très curieux et dérangeant. Ça, je ne sais pas si vous avez fait souvent justement cet exercice-là de faire une trad d'un truc qui a déjà été traduit sans regarder, puis ensuite de comparer. Quelquefois. Moi, ça m'est arrivé récemment sur Ex Machina, que j'ai retraduit entièrement, et voilà, je me suis dit, je repars. Et après, je m'étais de côté, je me suis dit, ah, on peut croire que c'est pas la même BD. Quand j'ai fait les intégrales Spawn aussi, il m'est arrivé après de voir comment s'en étaient tirés les collègues qui avaient fait précédemment. Je n'étais pas toujours déçu du voyage. Il y a des références pas vues, des choses comme ça. Un personnage qui cite Nietzsche un petit peu sans arrêt, et la collègue n'est pas retiré ça. Et donc du coup, ça donnait un truc complètement bizarre, qui manquait complètement de l'emphase qu'il fallait, pas compris que c'était des citations. Et pensait que le type était parti dans son délire, donc ça. C'était très intéressant, ça donnait une vision du personnage complètement différente, c'était assez curieux. Je propose que l'on passe aux questions, si vous avez des questions. Puis on va essayer d'y répondre gentiment. Bonjour. Bonjour. Vous avez dit que vous n'avez pas suivi une formation en traduction. Mais alors, vous pensez que la formation en traduction, elle n'a aucune importance ou ça ne sert à rien? Ça dépend pourquoi. C'est-à-dire que pour une traduction universitaire, par exemple, il y a des choses où il faut, pour une traduction de référence, ça peut être très important d'avoir des gens ultra bordés. Pour des choses qui doivent être, un comics, c'est un produit de consommation. Donc il faut que le produit soit consommable. Il faut qu'on parle un langage qui corresponde au public, à un public aussi. Donc c'est important. Et ça, du coup, le background d'un traducteur de comics me semble assez important, plus important qu'une éventuelle formation. Après, bien évidemment qu'il faut connaître l'anglais, mais on n'est pas obligé de faire une fac de langue pour apprendre une langue aussi. On peut apprendre une langue par soi-même. Un exercice, par exemple, avec lequel moi je ne suis pas du tout à l'aise, c'est la traduction immédiate. Quand on a un invité américain qu'il faut traduire en direct ce qu'il dit, etc. C'est pas. Moi, je suis content de pouvoir me poser à la table, etc. Donc, voilà, j'ai un dico, hein, de temps en temps, il y a un mot, j'ai un petit doute, je vais aller chercher dans mon dico, etc. Ça peut arriver aussi, voilà, on a les outils pour compenser le fait que... Mais c'est vrai que pour des traductions où vraiment il faut un vocabulaire technique, par exemple, des trucs commerciaux et tout ça, ou même légal, là c'est même très très important d'avoir des traducteurs. Il m'est arrivé de refuser des traductions pour ça. Justement, quelqu'un qui avait besoin pour une thèse, il voulait traduire des extraits de sa thèse, qui était une thèse en droit. Je lui ai dit, je ne suis pas du tout le bonhomme qu'il faut pour ça. Il faut d'abord quelqu'un qui connaisse le droit, plus que quelqu'un qui connaisse les différences entre le droit anglo-saxon et le droit français. J'ai eu aussi des choses sur le milieu des graffeurs. J'y connais rien, je me suis dit, là, je vais être complètement à côté de la plaque, et on a filé le bébé à Benjamin Rivière, par exemple, qui lui était beaucoup plus dans ces milieux-là, et pouvait être à l'aise avec ça. C'était vraiment le genre de truc où si on me demandait un truc sur le football, je refilerais par exemple à Edmond, mais bon, je serais incapable de traduire efficacement un truc sur le football, ou alors en me prenant la tête pendant des semaines avec de la doc à chercher toutes les références. J'ai eu à traduire une partie de baseball récemment dans un comics, alors on avait 2 pages, et j'ai souffert parce que je ne connais rien au baseball, je n'ai même jamais rien compris, on a essayé d'expliquer plusieurs fois, je n'y comprends rien. À traduire, du coup, ça devient très difficile. Et donc, du coup, ça peut amener effectivement à connaître aussi ses limites. Il y a des choses que je ne verrais mal traduire. Par contre, il y a un truc sur lequel je m'amuse à mes moments perdus, et bon, j'ai eu à le faire aussi parfois dans des comics où il y avait des citations de poésie, et de me dire, c'est pourtant un truc réputé difficile, mais j'aime bien m'attaquer à la traduction de poésie, par exemple. Là aussi, c'est beaucoup plus un problème de sensibilité, de musique de la phrase qui doit sortir, plus qu'un côté de traduction littérale. Et puis là, forcément, justement, dans la poésie où il faut lier des rimes, etc., on est vraiment dans un truc où on réécrit, en fait. Donc on garde l'idée du truc, etc., et
on repense le texte, donc on est vraiment dans une démarche d'auteur. Je pense que c'est un point commun. Curieusement, les trucs, je pense, qui nous font le plus triper quand on traduit, c'est pas les trucs les plus simples en général. C'est justement les trucs qui nous provoquent un peu, qui nous forcent à être créatifs, quoi. Pour citer, par exemple, il y a un auteur que j'adore traduire, mais qui est franchement pas très simple et auquel tu t'es pas mal frotté aussi, c'est Warren Ellis. Warren Ellis a un sens de la phrase très courte, très efficace. Le truc à rendre de façon aussi efficace, traduire la phrase en elle-même ne pose strictement aucun problème. La traduire avec son efficacité, son côté percutant, son côté mordant, c'est un cauchemar, c'est super dur. Enfin, j'adore parce que c'est un auteur que j'adore, auquel je rends justice quand je le colle entre les pattes. Mais c'est particulièrement difficile, par exemple. D'autres Vous avez cité l'exemple de l'incroyable épave. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, dans cet exercice difficile, de faire des boulettes, de vous planter par période de défense, oui, ça m'est arrivé à quelques reprises. Alors, pas forcément sur des trucs aussi visibles, mais oui, ça m'est arrivé. Alors, je n'aurais pas de début. C'était mes débuts, j'étais pas. Enfin voilà, c'est le genre de truc qui m'a fait me dire, quand tu as un doute, c'est quand j'ai utilisé le terme Inde occidentale. Voilà. Ah oui. West Indies, les Indes occidentales, voilà, t'as une page, qui sont les Antilles, hein, donc. Voilà. Il y a eu aussi un truc de Calvin Klein for Men, pour moi c'était des slips, je ne suis pas spécialisé en Calvin Klein, et donc pour moi c'était des slips, et donc il y a un truc, bon, au lieu du parfum Calvin Klein, c'était des slips Calvin Klein. Ouais, moi aussi j'ai fait pas mal de conneries. Ça marchait quand même parce que la phrase était drôle, mais bon, c'était quand même pas très heureux. Alors les conneries, mais bien conneries, je crois que moi je les connais, et je ne me suis pas dénoncé, et personne ne les a vues. Donc pour l'instant, je ne sais pas ce que rien fait. Il y en a même une, non, je ne vais pas en parler parce que Jérémy est là, il pourrait en parler. Non, j'en ai fait une belle sur un truc des Vengeurs. C'était un mot que j'avais jamais vu de ma vie, et j'étais en vacances. Alors, quand on part en vacances, j'étais à la plage, mais vous savez que quand on est traducteur, quand on est indépendant, de toute façon, on n'a jamais de vacances. Donc, même quand on part en vacances avec sa famille, la famille va à la plage, et puis vous restez chez vous, à votre table à travailler, quoi. Et bon, je voyageais léger, j'avais pas de connexion internet, tout ça. Puis donc arrive un mot, alors je ne sais même plus quel mot, parce que c'est un mot que j'ai vu une fois dans toute ma vie, donc, dans cette traduction. Et c'était un mot que Roy Thomas a employé donc, dans une vieille aventure des Vengeurs. Roy Thomas, le scénariste. Et donc ce mot-là, qui m'échappe, comme je ne le connais pas, je me dis, bon, c'est un mot qu'il a dû inventer pour décrire les pouvoirs de la sorcière rouge. Et donc j'y mets, elle utilise son pouvoir, puis tel quel je mets le mot anglais, et personne n'en a jamais reparlé. Je suppose que tout le monde a trouvé ça normal. Et voilà. Je dois en avoir d'autres des comme ça. Mais... Moi j'aurais été foutu de mettre abracadabrantesque juste pour le fun. Ouais. Mais je suis un mauvais plaisant. Et je crois que vous aviez une question ? Oui. On va pas trop s'étendre sur nos gaffes respectives. C'était une question qui fâche, mais en fait j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait un vrai métier derrière ça, de traduction pour les comics, au moment où en fait c'était affiché dans le planning de la Hippopolis. Du coup après j'ai ouvert mes comics que j'ai à la maison, et en fait c'est écrit en tout petit à la fin qui a traduit. Comment ça se fait? Ça dépend des... En fait chez Panini ils mettent souvent plus en avant le traducteur, chez Urban ou chez Urban c'est en tout petit à la fin, chez Delcourt aussi. Chez Glénat c'est vraiment planqué en fait. Donc bon oui c'est les éditeurs, alors je me rappelle, je ne nommerai pas parce qu'en plus c'est un ami, mais bon, j'avais un éditeur qui disait je suis contre la starification du traducteur. D'un côté, un autre éditeur, bon, il n'a jamais monétisé ça particulièrement, mais qui disait tel ou tel traducteur, ce sont des arguments de vente. On le dit après, pas au moment où on négocie les tarifs. Mais, oui, mais dans le truc, je m'en sers aussi avec d'autres éditeurs, maintenant que j'ai compris que j'étais éventuellement un argument de vente, il m'arrive de m'en servir dans mes négociations avec les éditeurs. Mais effectivement, c'est des choses un petit peu... bon, c'est... on mettra en avant l'œuvre plutôt que le traducteur. Alors qu'il y a d'autres, dans d'autres temps et d'autres choses, par exemple, quand Giono traduisait Moby Dick, c'était Giono, on mettait en avant. On peut citer aussi le fait que les bouquins qui ont le plus marqué
les lecteurs français des bouquins de l'auteur de science-fiction Van Vogt, si vous vérifiez, c'est assez souvent ceux qui sont traduits par Boris Vian. Et maintenant, on restitue d'ailleurs Boris Vian alors qu'à l'époque, il signait Vernon Sullivan. Et je peux ajouter que quand on achète un roman, en quatrième de couve, il y a la photo de l'auteur, il y a son nom, il y a le pitch du bouquin, et en dessous, il y a marqué traduit de l'anglais, entre parenthèses américain, par machin, un truc, traducteur. Bah ça, je trouve ça bien parce que quand on achète un bouquin, moi c'est vraiment important de savoir qui a traduit le bouquin que j'achète. Il m'est arrivé de ne pas acheter de bouquin en français, non pas parce que je ne l'aurais pas compris, puisque je parle anglais. Et quand j'achète des bouquins pour offrir, je les achète en français, puisque l'expérience m'a prouvé que les gens ils préféraient lire en français, en fait, dans ma famille. Et il y a des bouquins que je n'offre pas parce qu'ils sont traduits par des gens qui ne font pas un travail que j'estime suffisamment bon pour être offert, quoi. Et donc, pour moi, c'est vachement important. Je veux bien croire qu'il y en a d'autres, hein, des gens comme ça qui estiment l'importance de ce travail. Et voilà, je trouve que c'est dommage que dans les romans, on respecte ça, on respecte le traducteur au point de marquer son nom, parce que finalement, quand vous achetez un bouquin traduit, un bouquin de Stephen King, c'est pas Stephen King que vous lisez, hein, c'est son traducteur. Et dans les comics, c'est pareil. Quand vous lisez l'histoire, effectivement, elle a été imaginée par le scénariste, mais comme vous le disiez, on triture tellement les bulles que finalement vous lisez quand même un petit peu de notre texte à nous. Et moi c'est vrai que j'aimerais bien, j'ai pas à me plaindre, hein, dans le milieu de la traduction, je pense que j'ai vraiment touché le... Il y a beaucoup de gens qui te détestent, hein, tu sais ça. Mais comment dire, bien gagner sa vie, tout ça c'est bien, mais c'est bien aussi d'être reconnu pour son travail. Moi j'aimais beaucoup de moi-même dans c'est vrai que j'ai beaucoup de moi-même dans mes traductions, parfois on en parle. Mais ce que je veux dire c'est que quand on fait ce métier, qui est un métier passion aussi, hein, parce que ça bouffe la vie, hein, on a un temps fou dessus, parfois sur une bulle, quand on fait ce métier, parfois on aimerait bien avoir un peu de reconnaissance, et pas uniquement de reconnaissance au moment où on touche notre chèque. Et c'est vrai que la reconnaissance d'avoir été crédité, peut-être non pas caché en bas au fond du livre, et peut-être devant, marqué, ou même en quatrième de couve, ce serait bien en quatrième de couve. Mais c'est vrai qu'il y a tous les éditeurs, alors pour le coup, Panini, qui ont fait souvent des reproches, c'est vrai qu'ils ont toujours vraiment mis en avant le traducteur, il est après scénariste, dessinateur, coloriste, traducteur. Ils le mettent à chaque fois et tout ça. Mais par rapport à la reconnaissance, moi, même si effectivement il faut un peu de curiosité pour s'apercevoir qu'il y a des traducteurs différents, etc., je pense qu'il y a suffisamment de gens qui s'intéressent à ça pour que nous, on ait quand même une reconnaissance. C'est-à-dire que voilà, nous trois qui sommes là, on travaille régulièrement et tout ça parce que les gens viennent nous voir parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui vont regarder un truc, voilà, comme disait Edmond, en disant « et c'est traduit par qui Nicolas Lich, pourquoi je le prends? C'est traduit par qui? Moi je le prends pas. » Voilà. Donc c'est quand même une forme de reconnaissance quand on a, quand Urban, parce que je disais tout à l'heure, quand Urban décide de reprendre mes traductions sur des trucs, etc., donc de me redonner de l'argent pour quelque chose que j'ai déjà fait. Alors évidemment ça leur coûte moins cher, mais ils ne le feraient pas si ce n'était pas une traduction qui était acceptée par les lecteurs, quoi. Donc la reconnaissance est quand même un peu là. Ensuite, c'est sûr que, voilà, après, je comprends le discours de ne pas vouloir la starification parce que c'est un peu cher, quoi. Et bon, d'un autre côté, starification ou pas, sachant que par exemple tous les trois autour de la table, on n'est pas les seuls dans ce métier à avoir une activité par ailleurs, on est connu aussi comme scénariste, comme auteur, enfin bon, et ça peut être aussi un argument pour un éditeur. C'est d'ailleurs pour ça que Urban a souvent fait appel à Martin Winkler, parce que c'est un romancier quand même assez connu qui a été adapté au cinéma. Bon, qui en plus, c'est pas forcément, enfin après, il y a je trouve que ces traductions sont pas honteuses. D'accord. Mais à côté de ça, c'est vrai que moi aussi, quand je vais en kiosque en me disant tiens, il y a le dernier numéro, il y a un récit complet de tel personnage que j'aime bien, bon, c'est vrai que j'ai tendance maintenant, après avoir eu quelques déconvenus, à vérifier qu'il y a le collègue qui a traduit. Il y a vraiment des personnages sur lesquels on perd beaucoup de saveur, surtout sur les trucs, je dirais, humoristiques par exemple. Sur les trucs humoristiques, si on a quelqu'un qui traduit, qui n'est pas dans l'humour du truc, et ben c'est le truc tombe à plat complètement.
Voilà, moi par exemple, je sais qu'il y a un truc que j'adore traduire, c'est Deadpool, parce que vraiment je peux m'amuser, quoi. Je peux mettre les références que j'ai envie de mettre. Enfin, on s'en fout que Deadpool écoute du Gold, c'est pas grave. Et voilà. J'ai mis du Claude François dans un Deadpool aussi. C'est le truc, on peut y aller à fond. Et c'est aussi pour ça que je mets bien traduire The Boys, parce que là, pour le coup, dans le côté complètement roturier, complètement parti en vrille du truc, là, on peut y aller complètement à fond. C'est le côté des fouloirs. Effectivement, le peu de fois où j'ai eu à traduire Deadpool, je me suis bien marré aussi. C'est une dernière, oui, je crois que l'heure tourne et qu'il va falloir qu'on lâche. Dernière question, peut-être, parce qu'on va devoir rendre la salle. Bonjour. Juste une question, vous recevez du matériel des maisons d'édition supplémentaires pour vous aider à traduire, ou c'est toujours que le texte original? On nous envoie le comics, enfin le truc, on nous envoie le... Et au-delà du comics, vous avez d'autres informations comme des intentions de suite dans la série, des choses comme Pas ça? si on ne connaît pas les fois où il m'est arrivé moi d'envoyer un mail à l'auteur d'une BD parce que je le connaissais et que je laissais coordonner en disant attends là je comprends pas le truc, est-ce que ça va dans telle ou telle direction? Mais non, ce qui fait que parfois on se retrouve à se prendre les pieds dans le tapis, hein, c'est clair. Quand on traduit une série mensuelle et qu'on a un épisode tous les mois ou qu'on a 3 épisodes d'avance, c'est très embêtant. Moi sur The Boys par exemple, il y a eu un truc, j'ai fait un choix de traduction au début de la série pour m'apercevoir que tel mot avait un sens, on découvre l'épisode 40, et il a fallu, je ne pouvais pas rétro-pédaler, il a fallu que je fasse une espèce d'esquive sur la scène en question. C'est vrai que souvent on se retrouve à devoir deviner, il y a des auteurs qui font beaucoup de foreshadowing, enfin d'annoncer des trucs bien avant. Moi j'ai traduit par exemple Undrop Bullets, où voilà, des trucs de l'épisode 1 qui sont expliqués dans l'épisode 66, et voilà, et toi tu traduis les trucs alors que c'est même pas sorti derrière. Donc effectivement, des fois on peut avoir des relations privilégiées avec les auteurs qui permettent d'en savoir un peu plus, mais des fois il faut deviner, quoi. Des fois on dit ouais, je l'ai compris, des fois c'était pas ça. Et autre chose aussi, par rapport au matériel dont on dispose, parfois, est-ce qu'on a les matériels en avance, tout ça? Alors moi justement j'ai la chance pour Walking Dead d'avoir vachement en avance, parce que je les ai parfois jusqu'à 3 mois avant que ça soit sorti aux États-Unis. Pour ça les Américains ils les ont pas. Mais il y a un autre truc hyper important, c'est les références. Et parfois il m'est arrivé en termes de matériel quand je traduisais Before Watchmen, donc la préquelle de Watchmen, j'ai découvert à un moment qu'il y avait énormément de références à un poète. Non, un poète plus récent qui allait se balader avec son âne en Avignon, comment il s'appelle ce gars-là, qui a écrit L'île au trésor. Stevenson, c'est Robert Louis Stevenson, et donc il a écrit un recueil de poèmes. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de références à ces poèmes. Et j'aurais pu faire une fiche pour demander à Urban s'il ne pouvait pas m'envoyer, aller m'acheter ça, ou alors me faire rembourser tout ça, parce que c'est des frais professionnels. Mais en fait, ça arrive tout le temps. Et donc, on a tout le temps besoin d'aller chercher des références. Et voilà, j'ai acheté le bouquin de Robert Louis Stevenson pour avoir la traduction officielle des poèmes, etc. Tout le monde ne le fait pas. Mais ça aussi c'est important, parce que justement, pour que les gens puissent comprendre la référence dans la VF, il faut leur donner la VF qu'ils ont pu éventuellement lire. Voilà. D'un autre côté, j'avais eu dans un spawn, et il va falloir après qu'on lâche ça, dans un spawn j'avais eu quasiment les 2 tiers du poème à la charge de la brigade légère de Lord Tennyson, qui était repris dans le comics. Et je me suis aperçu que la traduction française dispo était ni faite ni à faire, donc vraiment, des trucs papillés. Donc là, j'ai pris sur moi de retraduire en essayant de faire en sorte justement qu'on sente le souffle poétique du truc, de manière à ce qu'on comprenne bien la référence. De toute façon, il y a suffisamment d'éléments clés qui faisaient qu'on comprenait de quoi il s'agissait. Mais là, oui, à l'inverse, il a fallu que je retraduise le truc parce que c'était pas. On avait conscience qu'on ne pouvait pas reprendre la traduction acceptée du truc que je trouvais mauvaise. Le type était mauvais comme un cochon. Il va falloir qu'on arrête là, je pense, parce que je vois le factionnaire se tortiller un petit peu.